Le Crédit Martiniquais, donc la banque du film La Banque Maman et Moi, qui a régné sur l'économie martiniquaise pendant 75 ans, son petit nom c'était la Banque des Béquets. Pourquoi? Parce que la majorité, c'est-à-dire 75% on va dire de l'actionnariat, étaient des grandes familles d'industriels, donc des grandes familles béquets, pas que. Alors ce qu'on appelle béquets, ce sont les descendants des colons français qui ont été aussi esclavagistes, qui ont prospéré, qui ont fait fortune ou non. Dans la société actuelle, ils ont encore, pour moi, une mainmise certaine sur l'économie. Réflecteur, le podcast sur l'écosystème des films documentaires. Épisode 28, Making of. Je m'appelle Anaïs Bajeux, je suis cadreuse, monteuse et réalisatrice, à l'embouchure des films alimentaires et de ceux qui me font vibrer, à l'estuaire de l'autoproduction et de la diffusion télé. Ces chroniques Making of vous invitent dans les coulisses du processus de création. Projet alternatif autoproduit ou documentaire destiné à la télévision ou au cinéma, de l'idée du projet à la diffusion, comment s'est construit ce film ? Car créer un documentaire est une aventure incertaine au long cours. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le film La Banque, Maman et Moi, réalisé par Olivier Osier-Lafontaine. Nous partageons un collaborateur commun, l'étalonneur Guillaume Sache, et c'est à l'occasion d'un de nos échanges professionnels que j'ai entendu parler pour la première fois de ce projet d'enquête centré sur une banque martiniquaise. Je passe moi-même 6 mois par an en Martinique, et c'est au fil de ce temps passé sur l'île que j'ai commencé à mesurer combien, depuis l'Hexagone, nous méconnaissons profondément les réalités ultramarines. Consciente des rapports de pouvoir toujours à l'œuvre sur ce territoire marqué par l'histoire coloniale, j'ai été interpellée par la démarche d'Olivier. Le film, produit par Paramonti, a été diffusé sur France Télévisions et reste accessible en replay jusqu'à octobre 2026. Cette conversation a été enregistrée en janvier 2025 dans la maison familiale d'Olivier, perchée dans les hauteurs de Fort-de-France. Un plan de sauvetage pour le Crédit Martiniquais. Cette banque privée qui finance 20% de l'économie de la Martinique accuse aujourd'hui un passif de plus d'1 milliard de francs. Les Martiniquais avaient une fierté d'être au Crédit Martiniquais. C'est le sentiment que j'ai, puisque j'ai eu l'occasion de me déplacer plusieurs fois, par exemple en Guadeloupe, où il y avait aussi une agence du Crédit Martiniquais. Et c'était bien fier de dire, bon voilà, la Banque de Martinique, en Guadeloupe, on y allait en tant que Martiniquais fier de sa banque. Tout le monde autour de moi avait un compte Crédit Martiniquais. Je n'ai même pas le souvenir qu'il y avait d'autres banques en Martinique, puisque c'était vraiment ma mère, tout le monde, mes tantes. J'ai été embauchée à la préfecture, donc tout près du Crédit Martiniquais. Et à un moment donné, mes collègues m'ont dit il faut que tu aies un RIB pour le virement de ton premier salaire. Je n'avais pas encore de banque à Martinique. Et une collègue m'a dit va au Crédit Martiniquais, c'est la meilleure des banques. Me retrouver ici en Martinique, dans une banque avec des Martiniquais pour des Martiniquais, parce que quasiment toutes les personnes qui étaient dans cette banque, c'était des Martiniquais que je connaissais de vue, de près ou de loin. Donc on se sentait en confiance avec cette banque. La majorité des cadres étaient Martiniquais. En face, on a maintenant un encadrement qui est de plus en plus exogène. Est-ce que tu peux me dire comment est née l'idée de ton film ? C'est très clair, très précis dans mon esprit parce que je vivais à l'époque à La Réunion et je travaillais à Réunion la Première. Et un soir, en rentrant du boulot, j'ai appelé ma mère, parce que j'avais un quart d'heure entre l'arrêt de bus et la maison. J'ai appelé ma mère pour lui demander, prendre des nouvelles, tout ça. Et au cours de la conversation, je ne sais pas comment cette idée a traversé mon esprit, je lui ai dit, mais maman, est-ce que tu n'aurais pas gardé des coupures de presse ou autre de l'époque du Crédit Martinique et des documents, quoi. Et elle m'a dit, mais c'est marrant que tu me poses la question parce que la semaine dernière, je suis tombé sur un carton de documents, de papier. Et j'ai dit, elle était en train de faire du rangement dans sa buanderie et elle s'est dit, tiens, je vais jeter. Et au dernier moment, elle s'est ravisée. Et elle s'est dit, je vais les garder, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, Olivier voudra faire un film dessus. Alors là, écoute, autant te dire que entre cette idée sortie de nulle part qui traverse mon esprit et le fait que, comme par hasard, une semaine avant, elle était retombée, elle avait failli se débarrasser de ces trucs-là et qu'elle avait eu cette espèce de lumière de se dire non, autant te dire que voilà, le rapport a été très vite fait, quoi. Alors, en l'occurrence, au moment où tu as cette idée, on est en quelle année ?
On devait être en 2020, je pense. Ouais, on devait être en fin 2019, début 2020. En tout cas 2019-2020. Ouais. Ce qui fait que quand ta maman se dit « Tiens, je vais peut-être les garder parce que mon fils veut en faire un film », pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de cette banque, qu'est-ce que ça signifie dans sa tête et à quoi a pu ressembler ton idée à toi au moment où tu l'as sollicitée, ta mère ? Alors déjà, à la base, elle m'a beaucoup pourri avec ça. Elle ne pensait vraiment pas que le film, qu'elle serait dedans. En tout cas, pas autant, au point qu'elle soit dans le titre même du film et sur l'affiche. Mais moi non plus, hein, je t'avouerai, j'étais vraiment parti pour faire un film sur la banque, presque un pamphlet anti-Becquet. Et l'enquête m'a emmené vers autre chose. Mais c'est au début plus Alors j'avais demandé à une consoeur de co-réaliser avec moi, une ancienne journaliste qui est aujourd'hui réalisatrice de documentaires, Laure Martin Hernandez. Et elle a dû se dégager du projet pour des raisons pas personnelles, mais elle avait ses propres projets à mener et le projet et la Banque Maman et moi prenaient trop de temps en fait à naître. Donc elle a dû se désengager du projet. Mais on a quand même beaucoup préparé, beaucoup avancé ensemble. Et elle me disait, et Laure et le producteur de l'époque me disaient, mais il faut que ta mère soit le personnage central du film, quoi. C'est toi qui mènes l'enquête et qui va au contact des gens, dont ta mère. Pour eux, ça leur semblait tellement évident, mais moi, je n'avais pas du tout vu ça comme ça à la base. Déjà parce que je connais ma mère. Alors autant elle, je pense qu'elle m'a dit ça et qu'elle a gardé ses documents parce qu'elle sait que j'aime l'histoire, elle sait que j'aime la Martinique, que j'aime mon pays, que j'aime l'histoire de mon pays. Mais autant moi, je connaissant ma mère, non. Je ne m'étais pas dit au départ, tiens, je vais faire un film qui va tourner autour de ma mère. Parce que c'est quelqu'un de très réservé, je savais que ce serait compliqué de l'avoir en interview. Ça a été compliqué, elle m'en a beaucoup voulu et elle a commencé à être rassurée quand on a fait les essais techniques avec Guillaume Sage qui a donc fait la lumière et l'étalonnage sur le film, en tout cas pour les séquences Martinique, et qu'on a fait les essais techniques au cinéma pour l'avant-première du film à Madiana. Et en fait, normalement, c'est le réalisateur et le directeur photo. Et là, j'ai dit à ma mère, viens. Parce que l'avant-première était 2 jours après et je savais que ça l'aurait stressé, donc j'avais envie de lui montrer le film avant tout le monde. Et en sortant de cette projection, elle m'a bien entendu dire « Oui, on me voit beaucoup hein. », mais elle était quand même rassurée de voir ce que le film racontait et comment elle paraissait. On avait déjà fait une projection à la maison, mais une copie de travail non étalonnée avec mes sœurs, mon frère, mes cousines, tout ça, et c'était pas la version définitive du montage non plus. Mais de le voir sur grand écran, c'est autre chose, en public et tout. Donc je voulais quand même la rassurer et bon, là ça va. Et puis depuis, elle le vit plutôt bien parce que même si ça va faire, le film est sorti à la mi-avril 2024. Et là, au moment où on fait l'interview, on est en janvier 2025. Jusqu'à présent, les gens la reconnaissent dans la rue et vont lui parler, quoi. C'est assez impressionnant de voir comment les gens se sont vraiment appropriés le personnage de ma mère et se sont identifiés à elle dans ce film. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Alors, on va revenir dans un ordre un peu plus chronologique. Est-ce que déjà, pour les publics non antillais, tu pourrais préciser ce qu'est un béquet ? Ce qu'on appelle béquets, ce sont les descendants des colons français donc, qui ont colonisé, envahi les Antilles et notamment la Martinique, qui ont été aussi esclavagistes, qui ont prospéré, qui ont fait fortune ou non avec l'esclavage et tout ce qui tournait autour, l'exploitation de la terre, notamment la canne, le sucre et tout ça. Et la particularité, on va dire, de la communauté béquet, c'est que c'est une communauté qui vit un peu, enfin ce que nous on en dit en tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est une communauté assez fermée, qui vit reclus et qui ne se mélange pas. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se marient et qui se reproduisent entre eux depuis des siècles. De temps en temps, ils ramènent un peu de sang neuf, mais très rarement avec des personnes de couleur. Ça peut arriver, quand ça arrive, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir qui vont être rognés par leur famille.
comme ils peuvent être acceptés aussi, hein, bien entendu. Mais on est plutôt habitué à la version où, quand ils se mélangent avec des personnes de couleur, ils sont plutôt ostracisés par leur famille. Et parfois même déshérités. Voilà, donc c'est un peu ça les béquets. On vit avec, à côté d'eux. On ne vit pas avec eux, on vit à côté d'eux. Depuis 1635. Outre le passé esclavagiste, comme tu l'as précisé, dans la société d'aujourd'hui, effectivement, le mot béquet, pour les gens qui ne vivent pas sur ces territoires, et je pense entendu notamment aux informations, notamment là, dernièrement avec la vie chère, etc. Est-ce que tu peux préciser un peu le contexte économique lié au béquet, juste pour que les gens comprennent un peu mieux ce qui se trame par rapport à cette histoire coloniale? Ça a un lien direct avec mon film. Le Crédit Martiniquais, donc la banque du film La Banque Maman et Moi, donc cette fameuse banque qui a régné sur l'économie martiniquaise pendant 75 ans, son petit nom c'était la Banque des Béquets. Pourquoi? Parce que la majorité, c'est-à-dire 75% on va dire de l'actionnariat, étaient des grandes familles d'industriels, donc des grandes familles béquets, pas que. Il n'y avait pas que des béquets dans l'actionnariat, mais la majorité de l'actionnariat était béquet. Dans la société actuelle, parce que bon, voilà, moi, cette histoire s'arrête en 2000, mais dans la société actuelle, alors c'est assez flou parce que d'aucuns diront que les béquets n'ont plus le poids qu'ils avaient avant, économiquement parlant. Alors ils n'ont plus le poids qu'ils avaient avant, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils ont toujours une hégémonie sur l'économie de nos territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane, même la Réunion? Parce que ce sont des empires. Hein. Enfin, si on prend le plus gros, GBH, c'est un empire, hein, vraiment, c'est une multinationale. Alors c'est très ambivalent hein, pour la société martiniquaise. Moi-même, je le vis comme ça. C'est d'un côté, c'est une fierté de se dire qu'on a cette entreprise martiniquaise dont le siège social est basé en Martinique. On peut avoir des gens, on a un exemple avec Thierry Déo qui est aujourd'hui un Martiniquais qui est à la tête du directoire d'une entreprise du CAC 40, Suez. C'est une fierté, ok, mais sa boîte n'est pas basée en Martinique. On a plein d'entreprises comme ça qui sont des multinationales. On avait José-Jacques Gustave aussi qui avait une multinationale. Alors lui, je crois que sa boîte était domiciliée à Fort-de-France, mais il faisait la majorité de son chiffre d'affaires, il le faisait en Asie. D'un côté, ça devrait être une fierté d'avoir cette multinationale qui est implantée dans des dizaines de pays, et je parle bien de pays, pas que de territoires ultramarins, mais de pays dans le monde. Et de notre côté, on déteste Bernard Ayotte et on déteste GBH pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire une espèce d'ogre un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage sans faire dans la demi-mesure. Donc oui, alors est-ce qu'il faut mettre tous les béquets dans le même sac? Non, parce que je suis du genre à ne pas aimer les généralités. C'est ce qui conduit à des choses qu'on a pu voir dans le passé dans l'histoire du monde, qu'on voit malheureusement encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Palestine par exemple. Bon, voilà, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, ça c'est sûr. Mais ils ont encore, pour moi, une mainmise certaine sur l'économie, de façon soit légale, c'est-à-dire que comme ils ont déjà une force de frappe, ils peuvent court-circuiter des petits qui se lancent, de façon parfois un petit peu en bas-fait, comme on dit, un peu en dessous de table, des choses qui se font, ou qu'on dit qui se font, on ne peut pas vraiment vérifier si c'est vrai, mais des choses qui se font et qui sont totalement illégales. Bloquer des containers sur le port parce qu'on est affilié à tel ou tel syndicat de dockers et qu'on file des bacs chiches, des machins. On ne peut pas savoir si c'est vrai. Moi, je ne suis pas dans le commerce, mais c'est des choses qui se disent depuis tellement longtemps que moi, je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Au bout d'un moment, et on le voit, et c'est des choses qui m'ont aussi été rapportées, notamment de l'époque du Crédit Martiniquais. Des dossiers de prêts qui sont bloqués parce que... voilà, on rapporte à tel ou tel actionnaire qu'il y a telle personne qui va lancer tel commerce, ouais, fais-le attendre un petit peu, et puis pendant ce temps-là, on monte une entreprise concurrente, et du coup, celui qui a l'idée devient le concurrent. Voilà, c'est des choses qui se sont faites, qui continuent très certainement à se faire.
Pour revenir sur ton idée de film, tu es à La Réunion, il y a cette idée du coup qui te vient dans la tête, tu en parles à ta mère, ou déjà tu prends conscience que cool, il y a une matière première qui peut être utile. Comment se poursuit cette idée ? Parce que du coup tu es encore à La Réunion. Comment tu travailles l'écriture de ce film ? Comment tu trouves une production qui peut être intéressée par ce projet ? Tout de suite après avoir raccroché avec ma mère, j'appelle Laure parce que ça faisait un moment que je voulais bosser avec Laure Martin Hernandez. Ça faisait vraiment des années qu'on se croisait comme ça dans des chaînes de télévision, dans des cérémonies, enfin des trucs culturels et tout. Et avec cette envie de travailler avec elle parce que je trouve qu'elle a une très jolie plume. Mais on n'avait pas encore eu cette occasion de bosser ensemble. Donc dès que je raccrochais, j'appelle Laure, je lui parle de l'histoire, elle me dit « Ah ben tiens, j'en ai entendu vaguement parler parce qu'à l'époque où j'arrive en Martinique, justement, c'est la fin en fait de la banque. Donc j'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé, mais j'en ai entendu vaguement parler parce que je venais d'arriver et elle était en plus vraiment dans le côté judiciaire, journaliste côté police-justice, on dit aujourd'hui spécialiste police-justice. Voilà, elle faisait un petit peu ça. Mais voilà, elle n'a pas suivi tout le côté humain et social qu'il y avait autour de cette banque en fait. Elle, c'était juste une banque qui ferme, quoi. Elle n'avait pas le background, parce qu'elle n'avait pas vécu en Martinique avant ça. Donc tout de suite, elle me dit « Ok, Banco, ben écoute, et à l'époque, on savait avec ma compagne qu'on rentrait en Martinique, je lui ai dit « Ben écoute, on rentre dans quelques semaines, dans quelques mois, donc on se voit. » Et puis on a commencé à bosser un petit peu à distance, et quand je suis rentré en Martinique, là on a fait des rendez-vous avec ma mère, elle a commencé à poser des questions à ma mère, et l'idée a germé. Le producteur, alors j'avais à la base un autre producteur qui est Caméra One, M. François Fèvre. Alors Caméra One, je l'avais contacté, je ne sais même plus pourquoi je l'avais choisi lui, mais je sais qu'il avait produit notamment un excellent documentaire, il avait produit un documentaire sur le chlordécone déjà, donc je savais qu'il n'avait pas peur d'aller sur certains terrains et de certaines forces économiques, pouvoirs de pression. Tout de suite très emballé, pareil et tout, en fait, c'est suite à 2 refus de financement de la collectivité territoriale de Martinique que François m'a dit « Olivier, je suis désolé, je vais devoir on va devoir quitter le projet parce qu'on ne peut pas t'emmener là où tu veux aller avec ce film sans avoir l'appui de la CTM. » Donc, pourquoi ce film a pris 4 ans à se faire ? Parce que j'ai perdu mon premier producteur. Laure, du coup, on allait prendre encore du retard à repartir à la chasse aux producteurs et elle avait un projet qui d'ailleurs vient de sortir sur Madeleine de Grandmaison, qu'elle avait besoin de tourner, de monter. Enfin voilà, elle n'avait plus le temps de repousser encore de 6 mois, 1 an, la banque Maman et moi. Donc elle m'a dit « Olivier, je suis désolé ». Donc en gros, j'ai perdu mon producteur et ma co-réalisatrice suite à 2 refus de la CTM, que j'ai trouvé totalement injuste. Mais bon, ma foi, c'est comme ça, hein, ça arrive. J'ai rappelé le producteur de Gallo sur le Tombolo, mon premier documentaire en solo, et voilà, le temps qu'il lise le dossier, qu'il regarde un petit peu les pros and cons, voilà, et du coup, il a dit ok, Banco, on le fait, et voilà. Et finalement, la CTM a quand même suivi, même si c'était loin d'être à la hauteur de ce qu'on avait demandé, ils ont quand même mis des billes dedans. Juste pour revenir, tu parles de ton producteur sur Gallo sur le Tombolo, on peut juste le nommer, ce monsieur ? Olivier Roncin, voilà. Et sa boîte de prod ? Alors à l'époque, Gallo sur le Tombolo, c'était Pois Chiche Film qui a été liquidé et il travaille maintenant avec Paramonti, qui est une filiale de Cartel Press. Cartel Press qui est le côté magazine, Paramonti le côté documentaire, on va dire un petit peu d'exception, quoi. Tu trouves un producteur qui du coup est intéressé par ton projet. L'idée, ton projet, comment tu le décris ? Tu t'intéresses à quoi ? Quel est ton angle ? Je lui parle d'un film sur une faillite de banque, ce qui n'est pas commun en France. Il n'y en a pas 36 000 des faillites de banque. Une banque qui n'était pas n'importe quelle banque, c'était la banque des Béquets, c'était une banque qui était quand même un point névralgique dans l'économie des 3 DFA, Martinique, Guadeloupe, Guyane. DFA, pardon, département français d'Amérique, et avec toutes les conséquences sociales et politiques qui ont découlé de cette faillite.
C'est-à-dire qu'il a fallu quand même une intervention des gouvernements, puisque on est en 97, il y a la dissolution par Jacques Chirac. Donc au début, c'est Juppé qui prend le dossier à bras-le-corps, parce que voilà, la droite est au pouvoir et historiquement, les Becquet sont amis avec le RPR d'un côté pour certains et l'UDF pour d'autres. Donc d'une certaine façon, on protège nos arrières, on protège nos potes. Voilà, il y a des petits renvois d'ascenseurs qui se font par rapport à des campagnes qui ont été financées. Enfin bon, voilà. La vie politique française aussi à l'époque étant ce qu'elle est, on pouvait donner de l'argent aux partis politiques sans trop se poser de questions. Et les Becquet ont clairement été très, très, très généreux avec le RPR notamment. De Jacques Chirac. Et donc voilà, il y a des renvois d'ascenseurs qui se font, c'est normal. Arrive la dissolution, la gauche arrive au pouvoir, la gauche qui ne peut pas piffrer les Becquet, donc c'est encore d'autres choses. Et c'est là où on voit que les répercussions que cette faillite très locale, au final, sur la politique nationale. Et comment la politique nationale est obligée de prendre le dossier à bras-le-corps parce que derrière, on a un chaudron en fait, qui est prêt à exploser. C'est-à-dire que le Crédit Martiniquais, à l'époque, c'est 10 000 entreprises. C'est énorme. Dans nos territoires, n'importe quel territoire, c'est énorme. Mais chez nous, encore plus, où on a quand même une concentration, nous sommes insulaires et tout, c'est énorme. 10 000 comptes d'entreprise, 60 000 comptes clients. Et la banque n'a plus d'argent. Elle n'a plus un rond. Alors, ils ont beau dire à la télé, les liquidités sont assurées. Oui, les liquidités sont assurées par l'État français. Mais concrètement, si tu fermes demain et que l'État ne te soutient pas, tout le monde a perdu ses billes. Il n'y a plus un rond dans la banque. Donc, il y a des répercussions. Donc là, mon producteur, il m'a dit, attends, tu me mets un truc qui met de l'historique, du social, du financier, du politique et de l'humain avec ta mère. Il m'a dit, mais ce film va être énorme. Il m'a dit, mais c'est génial, c'est une histoire de vie extraordinaire que tu me racontes là. Donc lui, il est super emballé. Forcément, il saute dessus. Après avoir lu le dossier, il a mis le temps à le lire. Il était sur son bateau au large du Portugal, en vacances. Quand je lui ai envoyé, il me dit, ouais, je vais lire ça et tout. Je te rappelle dans un mois. Donc il m'a rappelé, il m'a dit, super intéressant. Et voilà, et franchement, c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à travailler, Olivier, parce qu'on s'entend bien. C'est une bonne patte, on se marre bien, et voilà quoi. Et j'avoue que sur ce film-là, j'ai pas forcément été cool entre guillemets avec lui parce que, enfin, c'est pas que j'ai pas été cool, c'est que moi je me souviens, mais notamment le jour où on attendait le taxi, puis on était à la boîte de prod, on allait chez Lionel Jospin pour l'interviewer, et mon producteur qui me dit, bon Olivier, en attendant le taxi, viens, on va dans mon bureau, on discute. Et je savais ce qu'il allait me demander, il me dit, bon, tu vas où avec ce film? Je lui ai dit, je vais te faire une réponse que tu ne vas pas aimer en tant que producteur, mais je n'en ai pas la moindre idée. Je faisais des interviews et en fait, je ne savais absolument pas où j'allais en fait. Parce que j'avais beau avoir écrit le film, ça a été tellement compliqué d'avoir des témoins et encore plus de savoir ce qu'ils allaient me dire, parce qu'il y a on parle d'une faillite bancaire, à coût de centaines de millions d'euros. Voilà, les gens pouvaient me lâcher des bombes comme ils pouvaient ne rien me dire, et c'est ça qui allait déterminer en fait ce qu'on allait faire de cette histoire. Il y a plein de choses que j'ai pas pu mettre dans le film, qui m'ont été dites et que je n'ai pas pu mettre parce que les gens me l'ont dit en off et que j'ai pas envie de me prendre un procès en diffamation, donc voilà, ce n'est pas dans le film. Entre le moment où tu as l'idée, tu es à La Réunion, le moment où tu trouves un producteur, du coup, combien de temps se passe? Et à partir du moment où le producteur te dit banco, on commence le tournage, tu vois, il y a quel laps de temps? Alors c'est un peu flou parce que j'ai trouvé le premier producteur assez rapidement au final. Il a accepté assez rapidement, on a fait les premières demandes à la CTM assez rapidement, premier refus, donc on est reparti pour 6 mois. On redépose, deuxième refus, donc là le producteur me dit qu'il arrête. Franchement, disons qu'entre le moment où j'ai l'idée et la sortie du film, il se passe bien 4 ans. Voilà, en gros, c'est ce laps de temps-là. Maintenant, à l'intérieur, ce qui s'est passé ou quoi, ce qu'il faut voir, c'est surtout le moment où on lance vraiment la production du film, parce que j'étais vraiment en
en sous-marin, on va dire. Hein. C'est une expression que je reprendrai pour Secret de campagne aussi, parce que j'aime bien. J'étais un peu en sous-marin. À partir du moment où on lance vraiment la production, les premiers tournages, les premières interviews, les premières recherches de témoins aussi, bah là, je suis obligé d'aller démasquer. Et moi, comme je suis du genre assez cash, du coup, aller démasquer pour moi, c'est faire le plus de bruit possible. C'est les néons, les tambours, les machins, aller que je communique sur les réseaux sociaux à tout va, que je communique en radio. Je suis passé à la première radio pour faire des appels à témoins, enfin voilà. Et là, mon Dieu, là j'ai vu la machine se mettre en route, des gens qui commençaient la même communauté dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a commencé à enquêter sur moi, qui j'étais, d'où je sortais, qui était mon producteur, pourquoi je faisais ce film, enfin bon, voilà quoi. Comment ça s'est manifesté d'ailleurs, ce genre de... De façon diverse et variée. C'est-à-dire que j'ai vu des gens venir sur mon LinkedIn, par exemple, parce que LinkedIn vous dit telle personne est venue sur votre... Voilà, j'ai vu des gens venir sur mes réseaux sociaux. J'ai ma mère qui a reçu des appels, notamment d'une ancienne collègue de la banque. Elle m'a dit, bon voilà, ça lui arrive de temps en temps de m'appeler, mais ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu et tout. Et là, elle commence à me poser des questions, genre, mais vous étiez combien d'Osier-Lafontaine à la banque? Ah oui, il y avait elle, il y avait lui. Ah oui, oui, parce que comme on est une famille très répandue, il y avait aussi beaucoup d'Osier-Lafontaine à la banque. Et il devait y en avoir au moins 4 ou 5. Et ma mère, naïvement, qui ne voyant pas le mal, entre guillemets, lui dit « Ah mais tiens, mais si tu cherches des informations, mon fils est en train justement de préparer un documentaire sur la banque, peut-être que je peux te mettre en relation avec lui. » Et là, la nana qui se grille tout de suite en disant « Ah, Olivier, c'est ton fils !» Et là, elle commence à l'asséner de questions. Mais pourquoi il fait ce film? Et qui est son producteur? Qu'est-ce qu'il a fait avant son fils? Et son producteur? Et pourquoi il fait ça? Et là, ma mère a fait wow, wow, wow. Bon, ben, je te laisse, hein. J'ai du lait sur le feu, elle a raccroché. Elle s'est dit, mais elle est malade, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, par contre, quand ils ont fait ça, ça s'est pas passé. Par contre, tu viens pas emmerder ma mère, quoi. Et puis non, la manière la plus marrante, ça reste quand même assez... ça a été carrément frontal. C'est qu'une fois, j'allais au resto avec mon père et mon frère. Donc on arrive au restaurant et il y a mon frère qui nous attend déjà dans le hall. Moi, on arrive, mon père, ah bah tiens, il vient d'arriver, il pourra témoigner. Mon père et moi, on arrive dans le restaurant et mon frère nous attend donc dans le hall. Et là, il y avait 2 béquets qui étaient assis là. Bon, en Martinique, on sait les reconnaître, hein. Ils ont un faciès, une façon de s'habiller, tout ça. Voilà, on sait qui sont béquets ou pas. Et du coup, on arrive au restaurant et je dis à mon père, bah, tiens, dis bonjour à Stéphane, attendez-moi, je vais me laver les mains, Stéphane, mon frère. Donc je me dirige vers les toilettes et mon père dit bonjour aux béquets qui sont là, parce que certainement ils se connaissent du travail. Et là, j'entends un des gars qui dit « Ah, mais Alain, justement !» Donc, je commence à ralentir le pas. « Tu ne connaîtrais pas un certain… » Là, je m'arrête net. « Olivier Osier-Lafontaine. » Donc, je me retourne, je le regarde, je fais un large sourire immédiatement. Je lui dis « Bonjour, je peux vous aider ?» Le mec est devenu, mais Casper le fantôme, quoi. Il m'a regardé, il a bafouillé pendant 10 secondes, il avait vu le diable. Ah, mais vous êtes… c'est vous… mais en fait, vous faites… c'est quoi ?» J'ai dit oui, Olivier Lafontaine, je suis réalisateur, je fais des films. Bah, d'ailleurs, justement, je t'ai dit, moi, c'est les néons et les tambours. Hein. Bah, justement, je fais un film sur le Crédit Martiniquais, je cherche d'anciens actionnaires ou d'anciens clients. Peut-être que vous étiez l'un ou l'autre, ou les deux. Est-ce que vous ne voudriez pas témoigner dans mon film? Puisque tu es là, tu fais des recherches sur moi, frère. Ben, viens, je suis là, viens parler devant ma caméra. Ah non, pas du tout, ni l'un ni l'autre. Ni actionnaire, ni client, bien sûr. Ah là là. C'est assez violent quand même. Hein. C'est assez violent quand tu vois que depuis des semaines, il y a toute une communauté quand même, enfin toute peut-être pas, mais il y a certains gens, personnes qui se mettent à enquêter sur toi et que tu le prends comme ça en pleine face. Mon frère m'a dit quand on était s'asseoir, il m'a dit « Toi, on va te retrouver suicidé d'une balle dans le dos, tu vas pas comprendre. » Voilà. C'est des choses comme ça. C'est la Martinique. Je comprends
la surprise que ça peut être, enfin, quand on n'a jamais été confronté à ça en tout cas, de sentir tous les regards tournés vers soi. Est-ce que tu as pu avoir des échanges assez plus durs, plus menaçants? Non. Tu as senti plus une curiosité et une incompréhension? Il se demandait qu'est-ce que je voulais mettre dans le film. Il se demandait pourquoi je faisais le film. Ça, clairement, ça m'a été dit, puisque j'ai même envoyé un courrier très officiellement à Bernard Ayotte, qui était l'actionnaire majoritaire à titre privé. C'est l'actionnaire majoritaire du Crédit Martiniquais. Il avait, je crois, 12,5% des parts de la banque. Bon, à titre privé, c'est celui qui avait le plus de parts d'actions. Maintenant, il n'aime pas les caméras, il n'aime pas les médias, donc je savais, mais je ne voulais pas sortir un film et qu'on puisse me reprocher de ne pas avoir essayé de les avoir. Donc la Cofidom, par exemple, la compagnie financière des DOM, qui était donc l'actionnaire majoritaire, donc qui était une holding détenue donc à 60-80% par des familles béquées, elle existe encore, donc je leur ai envoyé une demande. Et ils m'ont aidé d'ailleurs pour le film. En l'occurrence, José Maro Desgrottes, qui devait être dans le film, qui était l'expert comptable du Crédit Martiniquais et de la Cofidom, et qui est toujours l'expert comptable de la Cofidom. Donc lui, il avait beaucoup de documents. Il m'a donné énormément. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Maro Desgrottes, c'est aussi un nom de famille béquet. Et il a été adorable. José, c'est vraiment quelqu'un qui est doux, gentil. Il a tenu à me recevoir avant pour qu'on échange avant son interview, que je n'ai malheureusement pas pu faire parce qu'il a été très malade, il a eu une grosse dingue. Il y a eu lui, il y a eu Patrice Fabre, qui est président de Caribéa, les hôtels, qui est le fils de Marcel Fabre, qui est dans le film aussi, Feu Marcel Fabre. En fait, via les interviews, on parle beaucoup de lui dans le film. Et donc j'ai demandé à Patrice aussi de nous parler un peu de son père. Bon, il a un peu de mal à s'exprimer, c'est pas un homme de médias, donc il est assez discret comme personne, donc il a eu beaucoup de mal à s'exprimer, mais il a joué le jeu. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est marrant, je ne savais pas, mais il a bossé au Crédit Martiniquais, et quand je lui ai dit qui j'étais, il m'a dit « Ah, mais il faut absolument qu'on aille déjeuner avec votre maman ». Quand je suis venu bosser à la banque en sortant de mon école de commerce, c'est votre mère qui m'a tout appris. Je ne savais même pas ça, moi. C'est des trucs que j'ai découverts pendant le film, pendant l'enquête. Et du coup, on avait organisé une séquence qu'on a tournée, mais qui déséquilibrait le film en termes de narration, en termes de rythme. On a une séquence où on a tourné comme ça, où on est à table, en fait, voilà, à la cool, en train de déjeuner avec ma maman, c'est les retrouvailles, on a filmé tout ça, justement, ils ne s'étaient pas vus depuis la chute de la banque, quoi. Donc bon, ça ramenait aussi une histoire de vie un peu sympathique. Le fils de l'ancien actionnaire et client qui a été l'un de ceux qui ont été mis en examen, qui retrouve ma mère, qui a été celle qui l'a formée au métier de la banque à l'époque et tout. Enfin bon, voilà, ça faisait une séquence sympathique, mais qui déséquilibrait le film. On a dû malheureusement la couper au montage. Quand tu parlais du fait que tu as donné le maximum pour visibiliser ton projet, faire des appels à témoins, outre la curiosité où tu sens que les gens font des enquêtes sur toi, est-ce qu'il y a pas mal de gens qui t'ont contacté parce qu'en fait, ils se sont sentis lésés et ils sont... Alors, j'ai pas eu beaucoup d'appels. J'ai eu quelques appels, quelques clients qui m'ont contacté. Certains qui étaient un petit peu dans le flou aussi parce qu'il y a d'autres banques qui ont disparu depuis, mais soit qu'elles ont été absorbées, soit qu'elles ont été fermées par leur maison mère. Mais voilà, donc il y avait un petit peu de confusion en fait dans ce qu'on me disait. Des personnes un peu âgées aussi, donc la mémoire qui n'était pas forcément très précise. Mais j'ai pas eu... non, sincèrement, vu ce à quoi je m'attendais, non. Non, il n'y a pas eu tant de gens que ça qui m'ont contacté. J'ai fait des pieds et des mains pour retrouver d'anciens collègues de ma mère. Alors, soit directement en passant par elle, soit en passant par des personnes que je savais qui avaient travaillé au Crédit Martiniquais, les retrouver, les rappeler, chercher leurs coordonnées. Ça a été... parce que moi, j'avais prévu plein de choses pour ce film. Je voulais faire une réunion
d'anciens de la banque. Que je voulais organiser d'ailleurs à l'hôtel Impératrice, donc qui jouxte le Crédit Martiniquais, enfin feu le Crédit Martiniquais à Fort-de-France. Donc à l'hôtel Impératrice, je voulais faire une espèce de cocktail, une après-midi sympa, où on se rappelle un petit peu les souvenirs bons et moins bons. Personne ne voulait parler. Personne ne voulait parler. Pourquoi? Sujet trop sensible. C'est-à-dire? Faillite de banque, banque des béquets, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses. Voilà, moi, il y a un ancien directeur de la banque qui m'a dit c'est trop récent. Je lui ai dit mais monsieur, bon, je ne vais pas le citer puisqu'il n'a pas voulu être dans le film, mais je respecte. Mais je lui ai dit ça fait 25 ans. Il m'a dit ça ne fait que 25 ans. Trop sensible. Sujet beaucoup trop sensible encore. La preuve, il a fallu que je dise que je fasse un film dessus pour qu'on se mette à enquêter sur moi pendant des semaines. Hein. Et je ne connais que la partie immergée qu'on a bien voulu me laisser voir de ces enquêtes, qui n'était pas méchante d'ailleurs. Hein. Le fameux monsieur au restaurant, j'ai été lui demander franchement, mais qui vous a demandé de vous renseigner sur moi? J'ai été le voir. Hein. Pendant qu'on était au bar à salade, je lui ai dit, mais au final, pourquoi vous enquêtez sur moi en fait? Qui vous envoie? Et il m'a dit qui? Il a un peu bafouillé forcément. Je vous dis, je suis cash, donc c'est pas grave si je prends une balle dans le dos un jour. Et quand il m'a dit qui, c'était le fameux José que je devais rencontrer quelques jours après et qui se demandait mais qui j'étais en fait, pourquoi je faisais un film, ok. Et au final, j'ai rencontré José et c'est quelqu'un, dernièrement là encore, on échangeait par WhatsApp, il m'a envoyé un article de journal qui parlait de toute autre chose, mais c'est quelqu'un... que j'ai vraiment trouvé charmant et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé sur ce film. Quand tu disais ça fait que 25 ans, quelles peuvent être les répercussions des gens qui parlent en l'occurrence? Enfin, de quoi ils ont peur en fait, si on met vraiment des mots dessus? Je pense pas qu'on puisse en être encore comme à l'époque d'Ali Kerr, même si je lui fais un petit clin d'œil dans mon film. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc André Ali Kerr était un journaliste communiste, rédacteur en chef du journal Justice, Justice qui est dans mon film via la personne de Michel Branchi, son rédacteur en chef actuel. On a tourné dans les locaux de Justice et j'ai tenu à faire un petit clin d'œil en tout cas à André Ali Kerr, c'est un easter egg qu'il y a dans le film. Voilà, parce que André Ali Kerr était le rédacteur en chef du journal. C'est un journal communiste qui a dénoncé des malversations financières d'un riche industriel béquet dans les années 30 et qu'on a retrouvé assassiné, ligoté, échoué sur une plage et qu'on a trouvé le moyen de dire qu'il s'était suicidé, quoi. Enfin bon, voilà quoi, que personne n'a jamais été inquiété alors que tout le monde savait très bien qu'il avait commandité son meurtre. Jusqu'à présent. Et pour la petite histoire, son petit frère, Pierre Ali Kerr, a été donc le premier adjoint au maire de Fort-de-France pendant plus de 50 ans. Et il a toujours refusé de serrer la main d'un béquet jusqu'à la fin de sa vie. Et il est mort à plus de 100 ans. Il n'a jamais serré la main à un béquet depuis le meurtre de son frère. Il a dit, tant qu'on ne me dira pas officiellement qui a tué mon frère, je ne serrerai pas la main d'un béquet. Il ne l'a jamais fait. Il est resté droit dans ses bottes. Donc, je ne pense pas qu'on soit encore à cette époque. Par contre, on a la possibilité économiquement de vous assassiner, socialement de vous assassiner, de vous bloquer. Je ne sais pas. Toujours est-il que la CTM a toujours financé ce film, par exemple. Et je ne sais pas. Quand tu dis, en l'occurrence, la CTM au début t'a fait 2 refus et que toi tu comprenais pas, les raisons qui étaient évoquées de leur refus, c'était quoi? Alors la première fois, c'était une demande d'aide à la production, puisqu'on avait déjà le diffuseur. Je vais revenir sur France Télévisions d'ailleurs sur ce film. On avait déjà le diffuseur, on avait déjà... j'avais déjà un producteur, on était prêt en fait. Mais pas totalement, parce que c'est vrai que Laure et moi, on avait besoin, puisqu'elle était encore dans l'aventure, on avait besoin de travailler quand même, d'enquêter. Et premier refus, je sais plus, on ne sent pas où va le film. Et nous, on était limite totalement d'accord. Donc on va voir la CTM, le comité de lecture de la commission CNC. On va voir le comité de lecture et on leur dit, mais on est totalement d'accord avec nous. Pour nous, le producteur veut aller trop vite. Donc
ce qu'on vous fait, on passe d'une demande d'aide à la production, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça se passe, les commissions CNC, et on reformule pour une demande d'aide au développement. J'écris un synopsis de je ne sais pas combien de pages, j'écris un séquencier de 11 pages, voilà, on retravaille quand même le dossier, on redépose, il y a X mois qui se passent, deuxième refus. Je demande pourquoi. On a reformulé une demande d'aide à la production, une demande d'aide au développement pour qu'on puisse enquêter. Et on leur a formulé dans la demande tout machin. On n'a pas senti le travail de réécriture entre la première et la deuxième raison. J'ai dit pardon, mais c'est une demande d'aide au développement. Je vous ai pondu un séquencier de 11 pages. Je vous ai pondu un synopsis de 2 pages. On a reformulé la demande, on passe de production à on rétrocède, on revient au développement. Donc, c'est qu'on a besoin d'écrire. Et vous nous dites, on n'a pas senti le travail de réécriture. J'ai dit, vous comprenez que c'est inaudible, en fait, pour moi. C'est le mot exact que je leur ai dit. Ils m'ont dit, mais c'est ton choix. J'ai dit, non, non, c'est pas mon choix. J'ai très bien compris que la CTM ne veut pas financer en 2024, en 2023, un film qui parle de l'histoire du Crédit Martiniquais. J'ai compris. Ah non, faut pas que tu le prennes comme ça. J'ai dit, mais je peux pas le prendre autrement, les gars. Je ne peux pas le prendre autrement. C'est des gens avec qui je m'entends bien. Depuis, j'ai eu d'autres projets qui ont été soutenus, mais celui-là, et je pense je ne saurais jamais, de toutes les façons. Si ça se trouve, il ne faut pas rentrer dans du complotisme non plus, mais c'est quand même louche. Donc voilà, hein, j'avais tous les droits à l'époque de me poser des questions. Toujours est-il que ce film n'a pas été soutenu. Et à la fin, ils ont dû lâcher sur les 40 000 euros qu'on avait demandé en première instance. À la fin, ils ont dû mettre 5 000 euros. Voilà quoi, histoire de dire que mince, le film se fait, ben, on est quand même un petit peu obligé de mettre quelque chose, parce que sinon ça craint. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Toujours est-il que ce film a eu un prix en Guadeloupe. Il y a des festivals. Alors, il a été retenu pour les rencontres Cinéma Martinique, le Cinéma Martinique Festival. Mais il y a d'autres festivals dans lesquels il aurait totalement pu s'inscrire ou auxquels il n'a pas été sélectionné non plus. Et c'est des festivals qui sont portés par des gens qui sont proches de certains pouvoirs économiques. Donc, voilà. Là, au mois de, je ne sais plus quoi, avril, je crois, mon film va être à Toronto dans un festival international. Enfin bon, voilà, si les gens n'ont pas envie que ce film se fasse ou qu'il soit vu, n'empêche que, force est de constater, vu qu'on continue à reconnaître ma maman dans la rue un an après, force est de constater qu'il aura quand même eu son succès, quoi. Et à chaque fois que je fais des projections en commune, il y a du monde. Il y a du monde et les débats sont très, très, très animés. Parce que c'est une histoire qui a profondément marqué l'histoire de la Martinique. Comment tu as pu tisser un lien de confiance avec les gens qui ont accepté de participer ? Chaque personne étant différente, à chaque fois ça a été quelque chose de différent. Bon, ma mère, c'est ma mère. Ça a été peut-être l'une des plus compliquées à avoir quand même. Non, je plaisante. Non, alors tout le monde hallucine du fait que j'ai eu Lionel Jospin. Parce que Lionel Jospin est quelqu'un qui s'est fait énormément discret dans les médias, qui ne parle quasiment plus. Là, il a parlé dernièrement parce que il y a eu 2 grosses actualités. Ça a été la Nouvelle-Calédonie et la dissolution. Bon, la Nouvelle-Calédonie, les accords de Matignon, puis... enfin voilà, tout ce qui en a découlé derrière, c'est quand même lui qui était derrière. Ou de Nouméa, je ne sais plus lesquels, je confonds toujours avec Rocard, mais en tout cas, il a été dans l'un des 2, il était Premier ministre, et la dissolution, parce que voilà, la dernière dissolution, c'était lui qui en avait profité. Ça a été assez simple de le contacter, vraiment, je ne m'attendais pas, mais ça a été très simple de le contacter, c'est quelqu'un qui est accessible. Après, au début, il m'avait dit, bon, je ne sais pas si je vais me rappeler, envoyez-moi un courrier, je vous répondrai. Et quand on est arrivé chez lui, alors il m'a donné son accord, ça c'était cool. Et quand on est arrivé chez lui, il m'a expliqué qu'en fait, c'est le courrier que je lui avais envoyé qui l'avait touché, parce que je lui ai expliqué que c'était par rapport à ma mère, quand je faisais le film, et qu'il avait trouvé ça très touchant. Voilà. Bon, des fois, comme quoi, il faut savoir faire confiance au destin. Ça n'a vraiment pas été le plus compliqué. C'est sûr que moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de le rencontrer, d'échanger avec lui sur ça et sur d'autres choses. Mais
les gens les plus difficiles à avoir, ça a été Brigitte Maucly, donc l'ancienne directrice, l'ancienne DG du Crédit Martiniquais. Elle n'avait jamais parlé. Xavier Hubert, donc celui qui était en face, le procureur, qui a mené donc le procès, la procédure, le procès, tout. Lui, ça a été le plus difficile pour moi à avoir, parce qu'aujourd'hui, il travaille pour une grosse entreprise du CAC 40, et il est tout le temps dans un avion, tout le temps machin, il est responsable juridique, je sais pas quoi, machin, bref. Il a un très très gros poste et il a une équipe de, je sais pas, 200 personnes qui travaillent pour lui, quoi. Donc bon, son service, c'est déjà une grosse entreprise. Donc non, ça a été très compliqué de l'avoir, juste de lui parler. Le jour où je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, bon, je vais vous donner mon téléphone portable. J'ai dit, oui, s'il vous plaît. Parce que ça fait 6 mois que j'essaie de vous joindre et les mails, les appels à votre bureau et tout, ça passe pas. Donnez-moi votre portable. Et même ça, franchement, c'est le seul. Quand j'ai fini l'interview, j'ai fait enfin, j'ai mon interview de Xavier Hubert. Il m'a fait quand même. J'ai dit non, franchement, je vous ai couru après, là, vous vous rendez pas compte. Non, c'était génial de l'avoir. Après, les autres témoins, les clients notamment, ça a été mon amie, la directrice de casting Bénédicte Clarigé, qui du coup est passée par son fichier casting et qui m'en a fait profiter. Elle envoyait, comme elle fait souvent, elle envoyait un message groupé et puis il y a les gens qui ont répondu, elle a fait une présélection, elle m'a donné des profils et après en montage, la sélection définitive s'est faite. Mais c'était vraiment très sympathique de sa part. Et puis des gens aussi, comme mes parents m'ont conseillé, l'ancien responsable du service promotion économique de la CCIM, enfin la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Jean-Claude Bonne, qui a été un moment aussi directeur de l'aéroport, à l'époque où c'était encore les CCI qui géraient les aéroports, et voilà, qui lui aussi, je ne savais même pas, mais c'était un ami à mes parents en fait. Donc du coup il s'est retrouvé dans le film et voilà, Maurice Laouché. Alors après il y a eu ceux que moi j'ai contactés, donc Michel Branchy, donc, qui est journaliste, rédacteur en chef de Justice, le journal du Parti communiste martiniquais. Il y a eu Eddy Marajo, donc lui est, on va dire, un éditorialiste et voilà, qui est très connu en Martinique. Donc lui, je savais qu'il n'y aurait pas de langue de bois, c'est quelqu'un qui a un phrasé assez intéressant, c'est un homme qui connaît et qui aime la caméra, donc je savais que ça aiderait. Ça ramènerait un peu de fraîcheur au film. Jean-Marc Party, qui est journaliste à la première, mais qui à l'époque était à France Antilles et qui est celui qui a couvert... Voilà, après c'est des enquêtes, on lit des vieux articles de journaux, on retrouve des noms. Je dis, mais Jean-Marc, je ne savais pas qu'il était à France Antilles. Du coup, comme je bossais à la première, je vais le voir je le croise dans un couloir, je lui dis, ouais, au fait, on ne se connaît pas, mais je fais un film sur ça. Il me dit, ouais, ok, banco, on le fait. Donc c'était cool. Et puis c'est plein de choses comme ça qui se sont goupillées, c'était assez magique. Je devais avoir Strauss-Kahn aussi, enfin j'aurais aimé, j'ai réussi, j'ai échangé avec lui, c'est pour ça que je le remercie dans le générique, parce qu'on a échangé comme ça sur l'affaire, mais il ne souhaitait pas être dans le film, parce que voilà c'est vieux comme histoire, il ne se sentait pas forcément légitime dans le sens où ça remontait à il y a trop longtemps quoi, pour lui. Et Jospin, lui, il a vraiment travaillé en fait notre interview. Il a demandé à ses anciens collaborateurs de lui rafraîchir un petit peu l'histoire, de lui refaire les grandes lignes. Il a lu ce qu'on lui avait condensé et puis après ses souvenirs ont fait le reste, quoi. Donc c'est pas mal. Mais d'ailleurs, on a échangé en off sur pas mal de choses. C'était assez marrant, qui ne sont pas dans le film non plus, mais sur cette affaire-là, qui sont assez marrantes. Concernant l'investissement de ta maman, qui de base a senti ton intérêt avant que tu formules cette idée de film, comment elle a été traversée par l'acceptation totale de participer à ce film-là, et entre le tout début et aujourd'hui que le film est sorti, comment elle a vécu ça ? Est-ce que votre relation d'ailleurs mère-fils a été impactée d'une quelconque façon ? Non, impacté, non. Enfin, je ne pense pas, en tout cas, elle ne me l'a pas fait ressentir. Je pense que, alors, on va aller chronologiquement.
D'abord, elle se dit, il y a eu beaucoup trop de non-dits, et puis ce sentiment d'injustice à la fin, avec le non-lieu. Quand même, pas que de son côté, on le sent dans le film, hein, de toutes les façons. Comme elle dit, en levant la main. Bon, c'est pas grave. En gros, on en a vu d'autres. Ce que Jean-Marc Parenti aussi explique dans le film. Il y a une espèce de relation ambivalente entre la société martiniquaise, la population martiniquaise et la justice. On le voit très bien en ce moment avec Rodrigue Petitot du RPRAC, qui clairement est un prisonnier politique. En France, il y a des prisonniers politiques en ce moment. Rodrigue Petitot est un prisonnier politique aujourd'hui. Voilà. Il y a une espèce de relation très bizarre entre la société martiniquaise qui a cette soif de justice, comme le dit très bien Jean-Marc dans le film, et de notre côté, une justice qui, derrière, ne nous le rend guère. Enfin, ne nous rend pas justice. Un appareil judiciaire, en tout cas, qui ne nous rend que très rarement justice. Ma mère avait cette espèce de sentiment justement d'injustice dans cette affaire. Et je me souviens très bien quand finalement il y a eu le non-lieu définitif, elle était vraiment, et même quand on lui en parle, comment elle est... Et je pense que ça l'a un peu apaisé que le film se fasse. Je pense, sincèrement. Aujourd'hui, quand elle en parle, voilà, elle a accepté en fait, je pense, surtout. Je pense que le film lui a permis d'accepter. Peut-être à d'autres, mais donc au début, elle avait cette espèce d'engouement de se dire « Yes, mon fils reprend le truc, il va enfin dévoiler les choses et tout ». Malheureusement, j'ai peut-être pas pu dévoiler tout ce que j'aurais voulu, tout ce qui aurait pu et dû être dévoilé dans cette affaire. C'est un reproche qui est fait au film. Hein. Y en a qui disent « Oui, mais on n'apprend rien ». Non, on n'apprend rien, mais je ne suis pas journaliste en fait. Et derrière, voilà, j'ai pas envie de finir en prison non plus, quoi. C'est pas, je veux dire, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et puis surtout, c'était pas ce film-là que je voulais faire. Au début peut-être, mais plus j'avançais dans l'enquête, plus je me rendais compte qu'il y avait autre chose à raconter, qui était plus une histoire de vie, et puis surtout une espèce de... Bon, bref. En gros, de pourquoi la presse nationale française s'est déchaînée comme ça sur cette banque. Et plus j'avançais dans l'enquête, plus je me disais, mais pourquoi les mecs se sont jetés, mais comme des chiens sur un os? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de s'acharner sur cette petite banque régionale, quoi? Les mecs se sont... Mais il y a eu... On est l'année de la dissolution, il y a eu presque plus d'articles sur le Crédit Martiniquais que sur la dissolution en France. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Les mecs, mais se sont déchaînés sur cette banque. Moi, j'avais jamais vu une telle haine. Enfin, haine, je ne sais pas, mais une telle hargne en tout cas. Bref. Et ça, entre autres. C'est surtout ça qui, moi, m'a marqué dans mon enquête. Après, ma mère. Est venu le moment où il a fallu la convaincre d'être dans le film. Ça n'a pas été simple du tout, ça n'a pas été simple, ça a été, à chaque fois que je devais l'interviewer, ça a été des prises de tête, des remarques, des trucs où moi-même je me dis mais est-ce que j'ai envie de lui faire subir ça, machin, tout ça. Mais voilà, il fallait y aller de toute façon et puis il fallait qu'elle livre sa vérité. Hein. Donc après est venu le moment du visionnage, des visionnages à la maison puis au cinéma. Et là, ça l'a un petit peu... Après est venue la réception du public. Donc déjà à l'avant-première au cinéma, puis après, je crois 4 jours après, la diff télé, et puis là, les gens qui venaient la voir, lui parler quand elle fait ses courses, enfin comme c'était une star de cinéma, quoi. Les gens l'arrêtaient dans la rue quand elle marchait, pour lui dire, machin. Même moi, on m'arrêtait, d'anciens collègues qui me disaient « Vous êtes le fils de Rosemary » et tout, machin. Enfin voilà, quoi, c'était assez marrant, donc maintenant je pense que oui, ça l'a apaisé et ça lui a permis d'accepter un peu plus cette histoire-là et de tourner une page. Ouais. C'était pas le but de ce film à la base, donc c'est une des conséquences que je trouve plutôt positives. Est-ce qu'au moment de l'écriture et au tout début de la relation avec le producteur, vous saviez déjà à quel type de chaîne vous souhaitiez le proposer ?
moi, je l'avais à la base, avant même de trouver un prod, je l'avais déjà, à titre personnel, vendu, entre guillemets, à France Télé. Donc, en gros, ils étaient déjà intéressés par le projet. À l'époque, c'était Laurent Salcède qui était directeur éditorial en Martinique. Et il était super emballé. Il en avait parlé, il est d'origine guadeloupéenne, donc il en avait parlé notamment de la famille, tout ça, et il s'est rendu compte qu'il avait un oncle qui avait eu un compte, je ne sais plus si c'était personnel ou professionnel, un compte de sa boîte au Crédit Martiniquais, donc il lui dit « Ah oui, cette histoire-là, machin », il s'est dit « Oula, oula, oula », il en parle au responsable éditorial de Guyane, au responsable éditorial de Guadeloupe, et les deux sont super emballés. Lui, il avait suivi l'histoire d'un peu loin, je pense, à l'époque. Et donc, il se rend compte que tout le monde est super emballé par le projet. Lui-même, il était emballé. Il s'est dit, je vois pas pourquoi on se priverait d'un tel film. Donc, il a tout de suite accepté le projet. Et les autres réactions, entre guillemets, derrière, n'ont fait que le conforter dans son idée. Maintenant, moi, ce que je tiens à dire sur France Télévisions, sur ce film en particulier, parce que bon, voilà, j'en ai fait d'autres avec eux, et ce film en particulier qui a pris donc 4 ans quand même à se faire, où j'ai perdu ma co-réalisatrice, j'ai perdu mon premier producteur, et clairement c'est le genre de truc où souvent le diffuseur il a besoin il a des lignes budgétaires, il a des trucs, bon ton film ne va pas se faire, c'est pas grave, on va filer, voilà, il n'y a plus rien qui nous lie puisque la lettre d'engagement elle est signée avec un prod, le prod se désengage, bon salut quoi, ciao. Et puis on va donner les ronds à une autre prod, à un autre film, à un autre réa. Et là, ils n'ont jamais baissé les bras. Au contraire, ils m'ont même filé des adresses et tout ça de producteurs, dont Olivier Ronsin. Mais de toute façon, j'avais déjà prévu de le reproposer. Donc au moins, ça m'a conforté moi dans l'idée de le lancer par rapport à ce projet. Mais moi, je leur en suis très reconnaissant. Parce que pour moi, la relation diffuseur, réalisateur, producteur, c'est une relation, eux ils ont besoin de programmes, nous on a besoin de diffuseurs, donc c'est un 50-50, tout le monde y trouve son intérêt. Là, on est dans un truc où le projet clairement n'est pas soutenu par la CTM, le projet clairement n'a plus de producteur, je perds ma co-réalisatrice, donc je me retrouve complètement, excusez l'expression, à poil, et ils ne lâchent rien. Et ils m'ont soutenu jusqu'au bout, jusqu'à avoir cette superbe avant-première et une diffusion quand même. On a senti quand même le truc monter la semaine, on va dire, avant la diff, quand ils ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux, que j'ai regardé parce que j'étais à fond. Ce film qui allait enfin sortir et j'étais vraiment, c'est une des rares fois où j'étais aussi excité par la sortie d'un de mes films. Parce que je savais j'avais quand même le sentiment avec ce film d'avoir fait quelque chose par rapport à mon travail précédent, hein, quelque chose de plus grand que ce que j'avais l'habitude de faire, moi à mon échelle, hein, j'entends. Et on a vu les chiffres des retours des visionnages de bandes-annonces sur les réseaux sociaux. Bon, là, j'ai commencé à me dire, wow, d'habitude, ils sont à 3, 4, 5 000, quand ça marche bien, 20 000. Nous, on était à plus de 60 000 pour les visionnages des bandes annonces sur Instagram, Facebook, machin et tout ça, YouTube. On s'est dit, wow, il y a un truc qui se passe là, c'est bizarre. Les gens se partagent ce truc. Ça va être et puis c'est sorti vraiment avec une grosse com et tout. Même au niveau de France Antilles, il y a une double page sur le film. Enfin bon, voilà quoi. Il y a eu un accueil du diffuseur dès le départ pour ce projet qui était quand même assez impressionnant. Et un soutien, ça je tiens vraiment à le dire, aussi bien en local qu'à Malakoff. C'est précieux. Ah ben pour un film un sujet aussi touchy, ouais. Parce que, oui, une fois de plus, et puis surtout, sans savoir où j'allais avec. Donc c'est un film qui s'est vendu sur une histoire solide, un réa avec qui on a déjà bossé et qu'on aime bien, mais on ne sait pas où il va avec, ou ce réa qu'on aime bien va avec cette histoire qu'on aime bien. Donc, et le réa lui-même ne sait pas. Donc bon, c'était pour le producteur et le diffuseur, j'avoue que c'était un gros challenge, quoi. Ça a été diffusé sur quelle chaîne exactement ? Alors il est passé sur les premières, donc déjà Martinique. Après il a été diffusé dans Outre-mer le Doc, là,
Pas Outre-mer-le-Doc, dans Tout en Doc, c'est ça? Je crois que c'est Outre-mer-le-Doc. Alors, il y a eu Tout en Doc, Martinique la première. Après, il a été diffusé dans Guyane, Réunion, ça c'est sûr. Guadeloupe, ça c'est sûr. Et après, il a été diffusé sur France 3 et maintenant il est sur le replay dans Outre-mer-le-Doc. Voilà. Qui est donc le replay national en fait. Ce qui était avant dans le replay de Tout en Doc, qui est le replay Martinique Première, parce que c'est la case doc de Martinique Première. Et maintenant, il est dans Outre-mer-le-Doc, donc qui est sur le portail national. Et une diff France 3. Voilà. Ce qui est bien, et il a bien marché d'ailleurs sur France 3. Alors moi, je m'attendais à des chiffres. Et quand on m'a annoncé les chiffres, on m'a dit, mais tu plaisantes ou quoi? On m'a dit un documentaire Outre-mer, enfin même pas, on m'a dit un documentaire en troisième partie de soirée faire un chiffre pareil sur France 3. On m'a dit, mais tu plaisantes, c'est un très bon chiffre. T'as souvenir des chiffres? L'audience, on a fait 118 000 sur France 3, 118 000 téléspectateurs. Et on m'a dit au-dessus de 100 000 en troisième partie de soirée, c'est excellent. Texto, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Troisième partie de soirée sur France 3, faire plus de 100 000, c'est excellent. C'est-à-dire à 23h35, je crois qu'il est passé. Comment a été reçu le film du coup? Eh ben, en festival, pas trop. Mais les accueils publics, en tout cas, oui, nous les accueils, hein, je peux le dire, puisque par région, que ce soit Martinique, alors Martinique, super bien, Guadeloupe, Guyane, Réunion, j'ai une collègue de Réunion Première là, qui m'a écrit dernièrement pour me dire qu'elle l'avait vu puisqu'il est passé là-bas, qu'elle avait bien aimé. En France hexagonale également, je pense quand même pas trop mal. Déjà parce que j'ai eu, alors là pour le coup, comme quoi ça peut aussi avoir du bon, quand les gens enquêtent sur vous, en tout cas cherchent à vous joindre sur les réseaux sociaux, parce que j'ai eu pas mal de retours sur les réseaux sociaux de gens en Guadeloupe, en Guadeloupe et en France hexagonale, des gens, des boîtes de poids, tout ça, qui ont vu le film et qui depuis m'ont contacté, quoi. Donc oui, plutôt bon accueil. Et puis ça a fait parler. Alors, est-ce que l'actualité socio-économique de la Martinique des 6 derniers mois fait que aussi ça a nourri une espèce d'engouement et d'intérêt pour cette histoire de la Banque des Béquets? Très certainement, très certainement. Les deux se sont nourris. C'est marrant d'ailleurs parce que il y a des gens que j'avais contactés pour être dans le film et qui n'ont pas souhaité y être, des capitaines d'industrie. Qui m'ont dit, mais avec ce film-là, tu veux réveiller les fantômes de 2009. Alors 2009, la grande grève qui a duré 1 mois et demi quand même, hein, et que les médias français ont mis combien de semaines avant de s'en inquiéter, quand vous avez quand même 2 voire 3, un petit peu avec la Guyane, mais en tout cas 2 régions de France qui se mettent en grève générale, pas une grève d'une entreprise, grève générale, c'est que tout était fermé, les administrations, les commerces, tout était fermé pendant des semaines, les gens n'allaient plus travailler, ils étaient dans la rue, ils manifestaient. Vous aviez des dizaines de milliers de manifestants dans la rue, les médias français ont commencé à en parler au bout de 3-4 semaines. Super. Bref, ben oui, il y a des gens qui m'ont dit « Tu veux réveiller les fantômes de 2009 ». Alors, je ne pense pas que mon film ait été une quelconque étincelle, mais de toutes les façons, c'est un mal-être qui est dans la société, c'est une espèce de sentiment d'injustice et d'inégalité surtout. D'inégalité de train de vie, ça c'est sûr, mais d'inégalité de possibilités. Une espèce de sentiment d'inertie de la société, du fait que même si on veut essayer de faire bouger les choses, de toutes les façons, il y a toujours un moment où on va se prendre un plafond de verre en fait, dans la tête. Et même là, hein, quand on voit le succès qu'a eu le mouvement avec le Airprac, et au final, ils ont le plafond de verre, Rodrigue Petito se l'est mangé dans la tête et il a fini en prison. Voilà, c'est que malgré toute la légitimité que tout le monde reconnaissait au mouvement, c'est-à-dire cette espèce d'injustice sur les prix, la vie chère et tout ça,
Au bout d'un moment, les gens ont voulu le faire taire et ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de le mettre en prison. Non, je ne pense pas que mon film ait réveillé quelques fantômes. S'il l'a fait, tant mieux. Mais je n'aurais pas cette prétention. Le RPRAC a fait le travail pendant des mois avant même la sortie du film et ils l'ont fait de façon très brillante pendant des mois jusqu'à maintenant. Donc voilà quoi. Avec le recul, comment tu regardes ton film aujourd'hui et qu'est-ce que tu en penses? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Alors comment je regarde le film? Alors quand je le vois, moi à chaque fois je suis ému parce que bon, ça me fait plaisir de voir ma maman, même si je la vois tous les jours quasiment. Hein. Enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines. Mais non, alors je me dis, je comprends certaines personnes qui me disent qu'ils parlent beaucoup. Ça mériterait, et c'est pour ça, moi j'avais demandé, j'aurais besoin de 80 minutes. On m'a dit, ah ah, t'es drôle. Bon, voilà. C'était pas possible pour le diffuseur, mais j'aurais eu 80 minutes, ça aurait été un autre film. Ou même 70, mais bon, il fallait tenir dans les sacro-saints 52 minutes, sacro-saintes. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a un flot d'informations qui défile en un laps de temps assez court, 52 minutes. Moi, j'en suis quand même très fier parce que c'était une histoire. Raconter une faillite de banque, c'est peut-être une des choses les plus complexes qui soit. J'y connais absolument rien, je suis nul en compta, donc expliquer encore plus mal une faillite de banque. Donc il a fallu vraiment, c'est-à-dire que je regarde le film, je regarde le travail que j'ai fait. Moi, j'ai échangé, il n'est pas dans le film non plus, parce que pour des raisons de coquetterie, il m'a dit, vous savez, je suis vieux maintenant, je n'ai pas envie qu'on me filme. J'ai échangé pareil que Strauss-Kahn, c'est pour ça que je l'ai crédité au générique, j'ai échangé pendant des heures et des heures avec Jean-Louis Faure, qui est quelqu'un que le grand public ne connaît pas. Jean-Louis Faure était le secrétaire général de la commission bancaire. Donc on va dire que dans l'organigramme de la Banque de France, c'était le numéro 2 ou le numéro 3. Il y a le gouverneur de la Banque de France, il y a le directeur de la Banque de France, et après, il y a le secrétaire général de la commission bancaire. La commission bancaire, c'est la commission qui a diligenté les enquêtes sur le Crédit Martiniquais. Donc c'est quelqu'un que j'ai réussi à retrouver, j'ai réussi à avoir son numéro de téléphone, on a beaucoup parlé pendant des heures. Il m'a donné pas mal d'infos et c'est vraiment, ça s'est très bien passé. Et mais quand j'échangeais avec lui, il me disait, mais en fait, vous avez travaillé, vous êtes journaliste spécialisé. J'ai dit, je ne suis ni journaliste ni spécialisé dans la finance. Hein. Je n'y connais absolument rien et je ne suis pas journaliste, je suis réalisateur. Il m'a dit, mais c'est impressionnant, quand je vous parle, j'ai l'impression de parler avec un collaborateur. Vous connaissez les termes, machin. J'ai dit, mais monsieur Faure, vous ne comprenez pas que ça fait des mois que je vis pour ce film. C'est avec 24, même quand je dors, je pense au film, en fait. Je rêve du film. C'est-à-dire que mon cerveau ne s'arrête jamais. Je suis branché H24 sur cette histoire. Essayer de comprendre pourquoi cette banque a fait faillite. Comment? Ils ont de l'argent, en 10 ans, ils se retrouvent avec un trou d'1,5 milliard. Comment c'est possible? Alors que c'est la deuxième plus grosse banque des Antilles. Ce n'est pas possible. Donc voilà, moi je ne dors plus ou je dors très mal et quand je dors, je pense encore au film, quoi. Donc je suis H24 dessus. Donc il me dit, on échange, il m'a donné pas mal d'infos. C'est quand je vois tout ce travail, retrouver le procureur, je vous dis, j'aurais pu lâcher l'affaire. J'ai essayé d'avoir la Bred. Bon, je les remercie très gentiment dans le film en disant que les gentillesses qu'ils ont eues à mon égard. Si. Tu me demandais tout à l'heure si j'avais reçu des menaces ou des pressions. Ouais, la Bred. La Bred, ouais. Je devrais peut-être pas le dire. Bon, après, c'est dans le film. Mais non, la Bred, ils m'ont pas menacé, mais c'est très, très gentiment suggéré de pourquoi vous voulez qu'on soit dans votre film, en fait. Pour le coup, je les ai encore plus mis que ce que j'avais prévu. Voilà. Moi, je t'ai dit, hein, tu veux m'emmerder, j'avance avec les néons, les tambours et tout. Voilà. La Bred n'a pas voulu être dans le film. Ils m'ont fait clairement comprendre que je n'avais pas intérêt à parler d'eux et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je parlais d'eux. J'ai dit, ah bon? C'est bizarre. Du coup, j'ai encore plus fouillé de leur côté. Et il y a des choses que j'ai apprises que je n'ai pas mises dans le film aussi. Voilà.
Donc moi, c'est quand je regarde tout le travail, surtout d'enquête que j'ai fait, je me dis, waouh, j'ai fait ça, quoi. Après, Gaëlle, la monteuse du film, m'a dit, Olivier, c'est le film le plus compliqué que j'ai eu à monter. Elle m'a dit aussi bien sur le fond que sur la forme. Elle m'a dit, mais elle s'arrachait les cheveux. Heureusement que c'est quelqu'un qui a un tempérament très zen, cool, calme et tout. On m'a dit, est-ce que tu veux monter? J'ai dit, mais vous êtes malade. Mais jamais, j'aime pas monter mes films. Et encore moins un film dans lequel je suis, avec une implication aussi personnelle que ça. J'ai dit, mais jamais. Je serais encore en train de le remonter, là, à l'heure actuelle. On fait l'interview là, il ne serait pas fini. Non, j'ai dit, mais jamais. Vous voulez qu'il sorte ou pas, ce film? Bon, ben alors, je ne vais pas le monter. Quelle idée à la con. Enfin, mon compte en banque aurait été content. Mais le film ne serait pas fini aujourd'hui. Il ne serait jamais sorti. Réflecteur, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Olivier Osier-Lafontaine pour cette rencontre. Le film La Banque, Maman et moi est disponible en replay sur France Télévisions jusqu'en octobre 2026. Si vous souhaitez le voir ou le revoir, vous trouverez tous les liens utiles en description de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique portrait consacrée au parcours du réalisateur de ce film, Olivier Osier-Lafontaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à mettre une note ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément à faire vivre le podcast. Et surtout, n'oubliez pas, ce podcast c'est aussi le vôtre. Si vous avez des idées, des envies, des thèmes à proposer, écrivez-moi sur Instagram, Facebook ou en commentaire. Je lis tout et je ferai au mieux pour vous préparer un épisode qui vous parle. Ce podcast est une création maison, avec une musique signée Claire-Sophie Dagnon, interprétée par Vera et Léon au violoncelle, et une illustration d'Hugo Merel. À très vite!